J'ai à présent le plaisir de passer la parole à Alexis Blanchet, qui a très gentiment accepté de nous rejoindre ce soir. Alexis est maître de conférence à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Il a rédigé de nombreux ouvrages qui portent sur les relations économiques et culturelles entre le cinéma et le jeu vidéo, à commencer par Des pixels à Hollywood, en 2010, issu de la première partie de sa thèse de doctorat. Ouvrage que je vous recommande vivement, par ailleurs, mais en fait, je vous recommande vivement tous les ouvrages d'Alexis Blanchet. En 2012, il a publié chez Armand Collin Les jeux vidéo au cinéma, qui s'intéresse à la manière dont les films, principalement hollywoodiens, représentent le jeu vidéo. Et en 2017, il a dirigé l'ouvrage collectif Jeux vidéo cinéma, perspective théorique. Les travaux d'Alexis Blanchet réservent toujours une place importante à l'histoire du jeu vidéo. Et c'est aussi le cas dans son dernier ouvrage, French Touch, une histoire du jeu vidéo en France, qui propose une étude détaillée de l'histoire du médium en France, alors que l'histoire du jeu vidéo et plus généralement de l'informatique est souvent racontée à partir de la perspective américaine. C'est évidemment une perspective ici rafraîchissante et nécessaire que de retracer l'histoire européenne du jeu vidéo. Cher Alexis, je te passe la parole. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir à Lausanne, où j'avais eu l'occasion de venir il y a quelques années de ça, pour un cours public qui s'intitulait, Céline, tu me l'as rappelé tout à l'heure, Jeux vidéo, culture ou abrutissement, qui était l'entrée un petit peu rude sur le sujet. On voit que les années passent et les choses évoluent dans la perception qu'on a du jeu vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, on confronte dans ce cours public la question du jeu vidéo, le domaine du jeu vidéo à celui du cinéma, dans la suite de ce numéro de décadrage auquel ça a été un grand plaisir de collaborer avec Mathieu Hu. Alors moi, je suis enseignant dans un département de cinéma et d'audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle, et je me suis intéressé il y a maintenant presque une quinzaine d'années à cette question-là, c'était dans le cadre d'une thèse de doctorat, avec un profil que j'aime bien définir de deux manières. À la fois, moi je suis un chercheur de banlieue, c'est-à-dire que j'habite la banlieue, j'ai grandi en banlieue parisienne, et que je m'intéresse à ces choses qui ne sont pas forcément au cœur ou les objets qui sont les plus nobles dans la manière de travailler. Et puis j'ai aussi un petit côté bâtard de la recherche, parce que j'ai été formé en sociologie, je suis allé faire des diplômes de consultant culturel, je suis consultant culturel, et puis je me suis retrouvé par vraiment beaucoup de hasard dans un DEA de cinéma à la fac de Nanterre, où j'ai eu la chance de croiser le chemin d'une enseignante-chercheuse qui venait de passer ce qu'on appelle son habilitation à diriger des recherches, son HDR, et qui cherchait en 2004 ses premiers doctorants et doctorantes pour pouvoir encadrer des recherches. Et quand elle a choisi de m'encadrer, c'était pour travailler sur le DVD vidéo. Voilà, au départ, je devais faire une thèse sur le DVD vidéo, sauf qu'en 2004, les chiffres en France du DVD vidéo montraient qu'après une hausse des ventes très importantes, le DVD vidéo connaissait une sorte de plateau en termes de ventes, et que, ayant fait un petit peu d'économie, je savais très bien que ça allait se casser la gueule, ce qui a été le cas. Et donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que je me situe sur un objet un peu plus porteur. Alors il se trouve que je m'étais remis à jouer aux jeux vidéo en 2000, en février 2000 précisément, et qu'en 2004, l'idée de peut-être travailler dans cette idée d'être sur des objets un petit peu extérieurs, pas forcément tout à fait acceptés par l'institution universitaire, particulièrement en France, où il y a des réflexes parfois un peu conservateurs sur les objets, m'a permis de revenir avec cette idée qui était, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler sur les jeux vidéo, idée à laquelle ma directrice de recherche n'était absolument pas hostile. Elle travaille sur des objets de la culture populaire, elle peut faire des recherches sur la Grande Vadrouille ou la 7e Compagnie au clair de lune. Mais probablement qu'en 2004, elle se disait quel est l'avenir d'un jeune chercheur s'il se lance sur ce type de sujet-là. Elle m'a demandé de montrer qu'il y avait là peut-être une recherche potentielle, et donc j'ai fait une petite revue de littérature où je lui ai présenté ce qui avait été écrit en français et ce qui avait été écrit en langue anglaise. Et il y avait un différentiel tel que, évidemment, ça a montré que probablement il y avait des choses à dire d'un point de vue francophone et d'un point de vue français sur ces questions-là. Et si certains ou certaines parmi vous envisagent de faire de la recherche, pensez toujours qu'un objet de recherche et un sujet de recherche,
Ça se fait dans des contraintes qui sont des contraintes institutionnelles. Alors la mienne, c'était d'être dans un département d'études cinématographiques, c'est-à-dire qu'à côté de moi, j'avais des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs qui travaillaient sur le cinéma italien et le fascisme, qui travaillaient sur le rêve dans l'avant-garde française des années 20, et il fallait que je justifie ma présence dans un département de cinéma et d'audiovisuel. Évidemment, la question de confronter cinéma et jeux vidéo est née de cette contrainte. Ça a été d'une certaine façon le moyen de pouvoir avoir une place qui se justifiait un tant soit peu dans un département de cinéma. Alors, pour moi, c'est un petit peu la fin d'un cycle, et je l'avais dit à Selim quand il m'avait sollicité pour écrire la contribution dans la revue des cadrages. C'est vrai que ça va faire 15 ans que je suis un peu sur ces affaires-là, qu'on est très vite repéré, identifié comme un spécialiste des questions cinéma et jeux vidéo, mais je vous avoue que moi, quand je revois un peu mes travaux, je me dis que c'est très chouette, mais il y a probablement des choses qui sont bien meilleures qui ont été écrites, et qu'un très bon spécialiste des questions des rapports entre cinéma et jeux vidéo, vous l'avez dans la salle, avec Selim, qui a fait une super thèse sur la caméra dans les jeux vidéo, et un ouvrage à paraître. Alors pour moi, c'est un peu le moment d'un bilan, parce que j'ai un ouvrage que j'ai coécrit avec Guillaume Montagnon, qui va être un ouvrage d'histoire, donc vraiment plus que jamais, je prends une casquette d'historien, sur l'histoire du jeu vidéo en France. Et donc, je vais profiter de cette prise de parole pour vous donner quelques pistes de réflexion qui vont d'ailleurs recroiser les champs d'expertise et de spécialité des personnes qui vont intervenir ensuite autour de la table ronde. Première chose, évidemment, cette relation entre cinéma et jeux vidéo, elle correspond à ce que je définis comme une histoire marchande du jeu vidéo. Une histoire marchande du jeu vidéo, c'est ce qui s'amorce à partir de 1971-1972, c'est-à-dire le moment où on compte essayer de faire du profit avec cet objet, qui s'appelle d'ailleurs pas encore le jeu vidéo, mais qu'on va essayer d'exploiter, et évidemment avec un succès commercial, qui est souvent un marqueur du début de cette histoire marchande, qui est Pong. Alors il ne faut pas oublier que derrière, il y a une histoire non marchande, qui est celle des jeux informatiques ludiques dans les laboratoires de recherche. L'historiographie, comme le rappelait Selim, qui a été très anglo-saxonne et américano-centrée, l'a très largement montré au MIT, dans différents centres de recherche. Il y a eu des propositions de jeux vidéo. Dans le cadre de l'histoire du jeu vidéo en France, on a trouvé des cas et des laboratoires où il y avait eu des expérimentations. On a presque trouvé une dizaine. Et il est fort probable, s'il y a un chercheur ou une chercheuse ici, ou un étudiant ou une étudiante qui s'y intéresse, que ce soit le cas également en Suisse. Il suffit tout simplement d'aller fouiller un peu dans la littérature grise, de regarder les archives de la télévision nationale, et je suis assez certain que vous trouverez ce type d'objet ici sur le territoire national. Je m'étais promis de dire les années 70 et je vois que j'ai dû déjà dire 71. Bon. Alors, c'est une relation qui se constitue à partir des années 70 avec une relation entre ces deux secteurs, des relations qui vont prendre différentes formes, des formes, alors je vais dire thématiques et génériques dans un premier temps. Par exemple, dès 1974, Taito fait un jeu de western qui s'appelle Western Gun, qui va être exploité aux États-Unis par Midway sous le titre de Gunfight. Très rapidement, ça devient des relations économiques. On garde en tête le rachat d'Atari 4 ans après sa fondation pour une somme évaluée entre 28 et 35 millions de dollars par Warner, le conglomérat du divertissement. Mais évidemment, autour de ça, vous avez toute une série de rachats, de prises de participation de conglomérats du divertissement auxquels sont rattachés des studios de cinéma dans des activités de création ou d'édition de jeux vidéo. Par exemple, 20th Century Fox Games, qui ne durera que 2 ans, puisque la structure est montée en 82, et en 84, on a une crise aux États-Unis du secteur du jeu vidéo domestique très importante. Alors, ces influences réciproques, qui vont aussi sur des questions esthétiques que je vais essayer de traiter ici, on en a parlé dans un ouvrage qui s'appelle « Jeux vidéo cinéma » et je vois qu'on est sans cesse dans des changements. La conférence s'appelle « Cinéma et jeux vidéo », le numéro de décadrage s'appelle « Jeux vidéo cinéma », au pluriel, au singulier. Vous voyez qu'on est encore... on ne sait pas trop comment présenter les choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut mettre jeux vidéo en premier, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques années où on préférait mettre cinéma, jeux vidéo, et je vais essayer de montrer comment ça se met en place.
Alors il y a une notion qui est très chouette pour essayer de penser les relations entre médias, et ici on va l'appliquer aux jeux vidéo, c'est la notion de remédiation qui est proposée par J. David Bolter et Richard Grazin dans un ouvrage de la fin des années 90. Que disent-ils de la remédiation et quelle définition en donnent-ils? Eh bien c'est là, je vous l'ai mis sur ma diapositive, la logique formelle par laquelle les nouveaux médias refaçonnent les formes médiatiques antérieures. Alors il faut la penser de deux manières, cette logique formelle par laquelle les nouveaux médias refaçonnent les formes médiatiques antérieures. C'est qu'à la fois, les nouveaux médias vont se ressaisir des éléments des formes médiatiques antérieures et vont essayer de les intégrer, de les digérer, d'en produire quelque chose dans la matière même du média émergent. Par exemple, le jeu vidéo, je vais vous le montrer tout de suite, s'empare de manières de faire du cinéma. Et de l'autre côté, les médias anciens, eux aussi, doivent réagir, doivent trouver des solutions parfois pour se situer par rapport à l'arrivée de ces nouvelles pratiques, de ces nouvelles images, de ces nouveaux médias. Et on va voir comment le cinéma prend en compte l'émergence et la popularisation des pratiques du jeu vidéo. Alors ce que fait le cinéma dans les jeux et dans la matière même des objets vidéoludiques, eh bien, c'est une reprise qui est faite des médias légitimes par le média émergent, et le jeu vidéo va s'approprier, et je cite ici Bernard Perron et Martin Picard, des appropriations des techniques, des configurations, de la signification sociale des médias préexistants dans une approche de concurrence et de remodelage. Cette question de la concurrence et de la collaboration, de la concurrence et du remodelage, elle était assez présente dans des pixels à Hollywood, où je montrais vraiment que c'était des relations qui s'étaient nouées dans cette contradiction, d'une certaine façon, à la fois vouloir collaborer avec le média qui émerge, mais en même temps être dans une logique de concurrence avec lui. Alors ça donne lieu à une remédiation, ou une remédiatisation du langage cinématographique par le jeu vidéo. Le jeu vidéo, progressant des années 70 jusqu'aux années 80 et jusqu'aux années 90, va pouvoir mettre en œuvre, par exemple, des moteurs graphiques qui vont permettre de modéliser des environnements 3D dans lesquels il va falloir donner à voir de la matière ludique aux joueurs, des espaces de jeu, et la question de l'espace est évidemment là très importante. Et pour ce faire, un recours aux échelles de plan, à des questions de cadrage, à la mise en place de points de vue ou à la génération de mouvements d'appareils et de caméras virtuelles vont être très utiles pour le jeu vidéo. La vue à la première personne, que j'illustre par ma vignette du haut de ma diapositive, ou des cadrages qui permettent aux joueurs parfois d'avoir une vision optimum de la situation de jeu et c'est ce que défendra Bernard Perron quand il travaillera sur le jeu d'horreur, parfois, au contraire, donner beaucoup de place au hors-champ, donner beaucoup de place à ce qui n'est pas montré à la caméra pour produire des effets sur les joueuses et les joueurs. De l'autre côté, comment le cinéma va acter l'émergence du jeu vidéo comme pratique? Eh bien, il y a une réaction du cinéma face à l'émergence du jeu vidéo. Celle-ci va prendre différentes formes. Le cinéma va citer, dans un premier temps, des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir attester d'une présence de machines de jeu, d'objets issus des jeux vidéo, ou parfois sous la forme du placement de produits dans des films de cinéma. Et quasi systématiquement, cette question de la citation, donc de la présence, de montrer des jeux vidéo dans les films, est associée à des formes de commentaires. Ce commentaire, il est un discours essentiellement sur l'histoire des relations entre les deux domaines, un discours essentiellement critique et stigmatisant. Quand le cinéma parle de jeux vidéo, c'est en général pour critiquer, pour se montrer assez malveillant parfois vis-à-vis de ces pratiques qui se popularisent dans les sociétés occidentales. Je parle là particulièrement du cinéma hollywoodien. Et puis, il y a un troisième type de manière dont le cinéma va prendre acte de cette émergence du jeu vidéo, entre autres le fait que le jeu vidéo est un objet des imaginaires contemporains et un objet des, moi, ce que je vais appeler les fictions industrielles, c'est qu'on va adapter des jeux vidéo. C'est un phénomène qui naît au Japon à la fin des années 80, où une série de jeux de rôle très populaire qui s'appelle Dragon Quest donne lieu à des adaptations en dessin animé, et c'est également le cas en prise de vue réelle sur les plateaux hollywoodiens à partir du début des années 90, par exemple avec l'adaptation de Super Mario Bros, mais on le voit de toute une série de films et de personnages de jeux vidéo.
Alors l'une des premières citations qu'on peut repérer historiquement, vous voyez, il faut remonter à ce film de 1974, qui est un film d'anticipation de Soleil Vert, avec Charlton Heston dans le rôle principal, et vous avez dans un des décors d'une des séquences du début du film une borne Computer Space, qui est d'ailleurs une borne historiquement intéressante puisque c'est une des premières tentatives de commercialiser du jeu vidéo, qui apparaît dans un intérieur domestique. Et évidemment, là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une borne de jeu pour des lieux publics, mais qu'on installe dans un espace domestique. Évidemment, un espace domestique est caractérisé comme un espace, l'espace domestique d'un bourgeois, d'un dominant, de quelqu'un qui possède du capital économique. Et évidemment, le spectateur des années 70 sera sûrement surpris, ou en tout cas comprendra le message en voyant cette borne à quelques milliers de dollars présent comme ça dans un intérieur domestique. Évidemment, il y a un discours, hein, la borne est là, puisque le terme qui est utilisé, et c'est d'ailleurs le cas aussi en France, pour désigner ce type d'objet, c'est le terme meuble, furniture en anglais, et le personnage qui joue à ce jeu, dans cette séquence-là, est également un meuble, en tout cas dans le roman original, puisque c'est une sorte de conjointe qui est attribuée au personnage que vous voyez en costume bleu, et donc évidemment dans ce face-à-face, hein, c'est deux meubles qui sont mis face à face, et c'est un discours sur cette société de surpopulation que décrit Soleil Vert. Le commentaire et la citation du jeu par le cinéma, eh bien, c'est dans les années 80 toute une série de films que vous avez peut-être vus, en tout cas dont je vous recommande chaudement le visionnage, qui disent quelque chose à la fois de l'époque, qui disent quelque chose de la perception du jeu vidéo, très souvent comme un danger. Évidemment, je pense ici à Wargames, hein, le fait que hacker une plateforme de jeu sur un serveur à distance déclenche une troisième guerre mondiale. Tron est évidemment une sorte de maître étalon de la représentation des univers de jeux vidéo au cinéma, avec une esthétique faite de lumière électrique, de couleurs électriques, esthétique qui va courir jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est-à-dire, et peut-être on le verra dans la discussion tout à l'heure, parce que je crois que Célim l'a prévu comme extrait, si vous voyez dans Player One la façon dont le personnage rentre dans l'univers de jeux vidéo et de réalité virtuelle, on a tout à fait une séquence, hein, de travelling vertigineux en avant dans des couleurs électriques qui sont déjà pensées en 1982 par ce film indépendant à l'origine qui est racheté par Disney pour essayer de moderniser un peu sa production. De Last Starfighter, évidemment, moi quand j'ai vu Ready Player One, j'ai pensé à The Last Starfighter puisque les récits sont assez proches l'un de l'autre. Ça peut également donner, là aussi, lieu à des discours. Que disent les affiches des films qui traitent du jeu vidéo ou adaptent des jeux vidéo? Eh bien, je vous ai entouré ici ce qu'on appelle des accroches publicitaires ou des taglines. More fun than games, plus marrant que les jeux vidéo. This ain't no game, cette fois-ci, c'est plus du jeu. Ou play it, live it, kill for it pour Existence. On voit ici qu'il y a une dimension assez stigmatisante, hein, de la part de ces films qui se situent d'une certaine façon parlant du jeu vidéo, mais contre le jeu vidéo. Pour Wargames, is it game or is it real? Donc on retrouve cette grande opposition entre la fiction et le réel. Cloak and Dagger, Davy Osborne is playing for the keeps. Davy Osborne joue sa vie d'une certaine façon. Le titre francophone de nos amis québécois est même Tuer est joué, pour une comédie adolescente. Ou Ultimate Game, Who's playing you? Mais vous, qui vous joue? Alors, ce discours inquiet et stigmatisant, c'est un des résultats du bouquin qui s'intitulait les jeux vidéo au cinéma. On a une figure de gamer, hein, qui va traverser tout un corpus de films qui date des années 80 et qui court jusqu'au début des années 90. C'est un adolescent mâle, solitaire, très souvent situé entre marginalité et associabilité. Je vous renvoie à Ready Player One, hein, qui n'a rien inventé par rapport à ça. Une absence du père ou une défaillance parentale, et le rapport aux adultes est toujours conflictuel. Tiens, en 2018, c'est à peu près le même discours dans Ready Player One. De la frénésie de l'arcade à l'immersion du jeu domestique, c'est le gamer comme performeur, avec toujours ce risque de confusion entre réel et virtuel. Le monde du jeu vidéo, il est vu comme un univers vectoriel et électronique extrêmement froid. C'est le canon visuel qui est imposé par Tron.
C'est un monde professionnel dans certains des films, et c'est vrai qu'on oublie très souvent que Tron nous parle du monde professionnel des jeux vidéo. Vous savez que Tron, c'est l'histoire d'un programmeur qui essaye tout simplement de récupérer le code du jeu qui lui a été volé par la société dont il était l'employé, Encom, et c'est un monde professionnel sans foi ni loi. C'est assez intéressant puisque Tron est probablement aussi un film qui parle de l'industrie du cinéma à travers l'image de l'industrie du jeu vidéo. Mais Tron le fait 3 ans après que des programmeurs d'Atari aient quitté l'entreprise parce qu'ils souhaitaient que leur nom apparaisse sur la cartouche des jeux vidéo. Ils n'ont pas obtenu ça de la part d'Atari, et donc ils sont allés monter une structure concurrente qui s'appelle et qui est nommée Activision en 1979. Un univers hostile et carcéral, on est souvent enfermé dans le jeu. Le problème, c'est comment on en sort et comment on sort de ce monde du jeu. Et si on n'est pas enfermé dans le jeu, il y a presque le symétrique inverse, c'est-à-dire une menace de contamination du réel par le jeu vidéo. Et puis un marqueur assez étonnant, c'est que les bornes de jeux vidéo, les meubles, comme on les appelle en France, parlent dans ces jeux-là, souvent s'adressent directement aux joueurs, et que le bip sonore reste, malgré les années, un marqueur audio très fort de la présence de jeux vidéo à l'écran, que ce soit dans les films de cinéma, que ce soit dans des sketchs à la télévision ou dans des traitements plus larges du jeu vidéo. Nintendo of America s'offre même un film au début en 1989, ça s'appelle The Wizard, Video Kid pour le titre français, où le film est l'occasion de présenter presque en avant-première quelques images du nouvel épisode de Super Mario Bros 3, dans un dispositif qui fait largement penser à ce qu'on appelle aujourd'hui l'e-sport ou le sport compétitif. Et du côté d'autres cinématographies, par exemple ici le cinéma hongkongais, on peut retrouver à travers, pas n'importe quel acteur d'ailleurs, Jackie Chan. Jackie Chan est probablement un des derniers représentants d'un corps qui a été très populaire au cinéma, qui est le corps burlesque. Et le voilà interpréter toute une série de personnages d'un jeu à succès du début des années 90, Street Fighter II, ici en Chun-Li, mais également dans d'autres personnages, dans une adaptation d'un manga japonais qui est City Hunter, Nicky Larson. Le cinéma cite le jeu vidéo en cherchant ici des éléments de connivence avec le public. Alors ça donne des objets extrêmement curieux et tout à fait inenvisageables aujourd'hui dans la manière dont les compagnies de jeux vidéo tiennent à leur propriété intellectuelle, mais je vous recommande chaudement le visionnage de Super Mario Bros. Peut-être que la Cinémathèque pourrait diffuser. Il y a une copie 35 mm en France qui traîne quelque part. Nous, on l'avait diffusé en 2011 avec les copains de Panic Cinéma. Et vous aurez un objet et un traitement tout à fait inattendu de Super Mario, un traitement assez réaliste, une double réalité, Manhattan d'un côté, Dinohattan de l'autre, et des passages d'un monde à l'autre avec, là aussi, des éléments de connivence. Et évidemment, un film plutôt à saisir au regard du contexte de production cinématographique de l'époque. Quelques semaines après la sortie de Super Mario Bros, il y a un film qui sort qui s'appelle Jurassic Park, et d'une certaine façon qui justifie aussi ce traitement de la thématique des dinosaures dans ce film de 1993. Les adaptations, c'est plus d'une cinquantaine de films depuis 1989, même je devrais dire plus d'une soixantaine de films depuis 1989. On le voit, ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, on adapte très largement en film des jeux vidéo qui sont déjà dans cette remédiation, c'est-à-dire des jeux vidéo qui ont déjà pris à leur compte des éléments, par exemple des genres cinématographiques, le film d'aventure pour Tomb Raider, Lara Croft, qu'on présentait dans les années 90 comme une Indiana Jones au féminin, le film Doom qui renvoie à la science-fiction ou à l'horreur, de même que le film Final Fantasy, et puis également des genres horrifiques ou le film d'arts martiaux, de karaté comme on l'appelait à la fin des années 70 en France, Mortal Kombat, Double Dragon. Et puis ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup de ces films, il y a la volonté de très rapidement invisibiliser leurs sources vidéoludiques. Vous serez surpris si l'envie vous prend d'aller faire une revue de presse autour des films Resident Evil, mais le premier Resident Evil marque très bien le fait que c'est un film dont la source est un jeu vidéo à succès.
Et à partir du deuxième numéro, ceci est complètement effacé. Dans les discours promotionnels sur le film, cet élément-là n'est plus du tout dit, plus du tout rappelé par la communication et la promotion du film. Pourquoi? Eh bien parce que les producteurs de cinéma, ils cherchent tout simplement à constituer des franchises cinématographiques. Et pour constituer une franchise pleinement cinématographique, on évacue totalement la question du jeu vidéo. Je ne parle pas ici de Uwe Boll, mais voilà, quelqu'un qui, avec une certaine forme d'opportunisme, va utiliser des facilités fiscales qui ont lieu en Allemagne pour pouvoir investir de l'argent dans la production de films, et pour garantir un succès minimum, il va racheter des franchises plutôt de seconde zone, des franchises de jeux vidéo pour les adapter en films de cinéma. Alors, ce n'est pas seulement à Hollywood que ça a lieu, hein. Au Japon, depuis les années 90, on adapte Pokémon très régulièrement, en général au début de l'été, en long métrage pour les salles de cinéma. Et ces films ne sont plus du tout vus en Europe ou en Amérique du Nord, mais ils continuent d'être exploités avec une régularité de métronome au Japon. Alors ce discours inquiet et stigmatisant, c'est aussi un discours qui renvoie, alors, dans certains films, à une forme de souffrance psychique ou psychologique. Je vous renvoie à la séquence du jeu d'arcade Domination, dans Jamais plus jamais, de Irving Kershner, en 1983, qui est un épisode de James Bond un petit peu à part, enfin pas produit par Eon Production, ou dans The Island, toujours cette logique à la fois d'un placement de produit pour la marque Xbox de Microsoft, et en même temps une séquence particulièrement violente de combat où on perd des dents, où il y a des os qui craquent, qui vient ponctuer un moment du début du film et qui en fait est une sorte de combat virtuel. L'idée aussi que les jeux vidéo sont porteurs de discours, eh ben ça, c'est une idée qui met du temps à se mettre en place, mais qu'on voit pleinement acquise en 2007 dans Inside Man de Spike Lee. C'est un film de casse, le casse d'une banque, et il y a un discours sur la représentation de la communauté noire américaine aux États-Unis, avec une fausse séquence de jeux vidéo, évidemment très inspirée de Grand Theft Auto, ce jeu à succès des années 2000, où deux gangsters noirs américains se tirent dessus, et même le dernier dégoupille une grenade et la met dans la bouche de son adversaire, évidemment, qui est l'objet d'une discussion entre un personnage de braqueur et un jeune pris en otage, noir américain, autour de cette représentation qui est faite de sa communauté dans les jeux vidéo. Alors, est-ce qu'on n'en arrive pas aussi, à un certain moment, à penser un cinéma vidéoludique? Matteo Bitanti, qui est un chercheur italien, parlait de technoludic movie. Évidemment, on l'a vu, la remédiatisation, elle se fait au niveau thématique, elle se fait aussi au niveau structurel. On a des structures narratives qui sont aujourd'hui non linéaires et qui peuvent être construites sur des boucles temporelles. Un jour sans fin, évidemment, la comédie d'Harold Ramis, dont il n'existe plus de copie 35 mm en France, mais qui utilisait ce principe-là, vous vous rappelez, ce présentateur de la météo qui vivait sans cesse la même journée. Et on a vu, dans les années 2000, cette structure narrative se développer très largement. J'ai mis Source Code et Edge of Tomorrow, mais Happy Birthday, un film d'horreur, ou La Colle, une comédie française pour les collégiens, a repris ce genre de motifs. Motifs qu'on va retrouver aussi dans quelques séries des années 2000, par exemple, ou même des années 90. Et puis il y a une question qui est aussi une question stylistique. Est-ce qu'il n'y a pas certaines esthétiques qu'on peut juger être empruntées au jeu? J'ai évoqué les couleurs électriques, mais la technique du cel shading également, qui est déjà une reprise du cinéma d'animation, qu'on peut retrouver dans certains films. Je pense à Renaissance ici, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a une évolution du regard des cinéastes. Cette évolution, on la doit à l'arrivée d'une nouvelle génération de réalisateurs et de réalisatrices qui vont avoir une culture de l'image partagée entre la télévision, le cinéma, mais également les jeux vidéo. Et ce sont des gens qui sont ouverts aux pratiques vidéoludiques. Le jeu comme espace de médiation, on le retrouve dans une comédie dramatique qui s'appelle Reign Over Me. C'est un film Columbia, et il s'agit d'un jeu Sony, donc qui appartient au même conglomérat, mais le jeu qui est choisi est Shadow of the Colossus, qui est vraiment
le jeu typique du jeu vidéo comme art, en tout cas l'exemple très régulièrement pris pour défendre l'idée que le jeu vidéo pourrait être un art. Et autour d'une partie de Shadow of the Colossus, deux personnages vont renouer du lien ensemble et vont d'une certaine façon s'apaiser dans des vies assez agitées. Summer Wars de Mamoru Hosoda en 2009 montre que le jeu vidéo, et je vous ai mis la petite vignette en bas à droite, permet du lien entre les générations, puisque tous réunis autour de téléphones mobiles et de consoles de jeux vidéo vont essayer d'affronter un virus qui menace la planète. Les effets d'aller-retour, il y a le cas de Casino Royale qui est assez intéressant. Vous vous rappelez quand Daniel Craig a enfilé le costume de Bond, tout le monde a dit qu'on avait face à nous un nouveau Bond, jamais vu, beaucoup plus violent, qui utilisait enfin son permis de tuer. Et finalement, ce qui caractérisait les Bonds précédents, c'était que très souvent, ils mettaient tout en œuvre d'une certaine façon pour ne pas utiliser le permis de tuer. Eh bien, voilà le péritexte, c'est-à-dire le texte que vous pouvez lire au dos du boîtier d'un jeu qui s'appelle GoldenEye en 1997. Votre nom est Bond, James Bond. Vous êtes désigné pour couvrir les opérations en relation avec le satellite armé GoldenEye. Déplacez-vous et faites feu sur 360 degrés. Soyez aussi silencieux que meurtrier. Il est temps d'utiliser votre permis de tuer. Donc ce Bond-là, d'une certaine façon, il est annoncé par les jeux vidéo, tout simplement parce que les jeux vidéo sont, comme le dit mon collègue Sébastien Janvaux, dans un impératif d'action. Il est assez étonnant de voir qu'une des séquences du James Bond de 2006 est une course, mais une course à pied. Une course à pied dans laquelle les personnages vont, vous vous rappelez peut-être, bondir sur des murs, passer entre deux poutres sur un chantier, glisser sur des pentes, etc. Et on retrouve ici tout un plaisir de l'avatar qui se déploie dès les jeux de plateforme des années 80, qu'on retrouve dans les années 90 dans les jeux d'action 3D, je vous ai mis ici Lara Croft, et qui va ici produire une certaine forme de spectaculaire cinématographique. J'ai été assez frappé de mettre en regard un écran de Donkey Kong en 1980 et ce film de 2006. Alors, moi j'ai travaillé sur un objet un peu particulier, qui sont les adaptations de films de cinéma en jeux vidéo. Pourquoi j'ai travaillé sur cet objet? Parce que c'est typiquement le mauvais objet vidéoludique. Je veux dire, personne n'aime les adaptations de films de cinéma en jeux vidéo, mais tout le monde a un souvenir d'adaptation de films de cinéma en jeux vidéo. Qui a joué ici dans cette salle à Harry Potter, par exemple, à des jeux vidéo Harry Potter? Ah voilà, voilà. Très bien. Donc, n'allez pas me dire que c'est de la marde, comme diraient les copains québécois. Non, c'est des objets qui sont très largement diffusés et très largement joués. C'était en 2005, et finalement j'avais trouvé, pour vous rappeler la question des contraintes que je vous disais tout à l'heure, je me suis dit, tiens, voilà un objet sur lequel on peut vraiment faire une recherche qui soit dans la durée, c'est-à-dire partir des années 70 et arriver jusqu'aux années 2000 pour voir comment évolue cette forme-là. Et donc, à l'été 2005, je me suis enfermé dans une salle de mon université et j'ai dénombré tous les films adaptés en jeux vidéo. 5 minutes, ça marche. Ça donnait 588 films qui avaient été exploités entre 1975 et 2014. C'est les chiffres que je vais vous donner. Vous les retrouvez tous, si ça vous intéresse, sur le site INA Global, qui est un site de l'Institut national de l'audiovisuel, sur lequel j'ai partagé ces données-là. Je vous en donne quelques aspects parce que j'ai 5 minutes et je voudrais arriver et vous montrer à quoi ça m'amène. C'est des productions essentiellement nord-américaines, des productions hollywoodiennes ou ce qu'on appelle des runaways productions, c'est-à-dire des films à capitaux américains, mais dont le tournage est très souvent délocalisé au Canada ou en Europe de l'Est, ce qui fait qu'il y a des participations parfois canadiennes ou européennes dans ces productions. Ce sont essentiellement des films en prise de vue réelle, mais l'animation en images de synthèse est extrêmement présente et il y a un effet assez systématique de voir les films Pixar, les films DreamWorks Animation être adaptés en jeux vidéo entre les années 90 et la fin des années 2000. Il y a un effondrement qu'on peut observer au niveau des chiffres. Voilà le nombre d'adaptations simultanées, c'est-à-dire le nombre d'adaptations qui ont été commercialisées dans les 18 mois, j'ai pris 18 mois, autour de la sortie du film. Vous voyez qu'il y a différentes périodes qui se mettent en place, mais que dans les années 2000, on a eu vraiment un pic très fort. On a fait beaucoup d'adaptations de films de cinéma. Et ça s'est complètement effondré au début des années 2010.
Alors, il y a un petit biais quand même que je souligne ici, c'est que moi, quand je faisais ma base de données en 2005, je n'avais pas intégré les téléphones intelligents, les smartphones. Et évidemment, ce sont des plateformes qui se sont imposées ces 10 dernières années comme des plateformes de jeux vidéo, ce que je n'avais pas pressenti, et de toute façon, en 2005, les stores sur ces plateformes n'existaient même pas. Si on doit définir ce que c'est un film adapté en jeu vidéo, c'est un film de consommation courante, c'est-à-dire les budgets importants de la production cinématographique sont présents. Si je prends les 20 plus gros budgets de l'histoire d'Hollywood, j'en ai 18 qui sont adaptés en jeu vidéo. Ce sont les succès du box-office, la même chose, les 20 plus grands succès, j'en ai 18 qui sont adaptés en jeu vidéo. Des logiques sérielles, j'arrive à repérer 117 séries de films, soit sous la forme d'un film initial, soit sous la forme d'une sequel, dans mes 588 films. C'est des films qui mettent en scène des stars, je vais vous en dire un mot dans un instant. Les genres de prédilection, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes 588 films, je les ai mis sur une base de données, IMDb, et j'ai regardé les étiquettes génériques, les genres qui étaient associés à ces films. Donc ça donne une sorte de consensus, d'une certaine façon, sur la manière de désigner ces films. Eh bien, qu'est-ce qui ressort? Essentiellement, science-fiction, action, adventure, c'est-à-dire la formule qui caractérise pour Geoff King, un grand spécialiste du New Hollywood, le type de production de ces films, qui sont tous dans une recherche d'efficacité narrative. C'est pas dans ces films que vous allez trouver des constructions très particulières, c'est très linéaire, très organisé, c'est des récits on ne peut plus classiques. Du côté des acteurs, on voit deux représentants des corps musculaires du cinéma réganien des années 80, Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger qui sont présents. Daniel Radcliffe est présent tout simplement parce qu'il joue dans les Harry Potter et qu'ils ont tous été adaptés par Electronic Arts. De même que peut-être un des cas les plus étonnants, c'est Jim Carrey. Jim Carrey n'est pas forcément lié à des séries de films, mais il est dans différents films, Ace Ventura, Le Masque, qui vont donner lieu à des adaptations. La première actrice qui apparaît dans ce classement, c'est Sigourney Weaver, qui a 4 occurrences, puisque 4 épisodes d'Alien ont donné lieu à des adaptations. Du côté des réalisateurs surreprésentés dans les films adaptés en jeux vidéo, c'est Steven Spielberg qui tient le haut du classement, suivi de Robert Zemeckis, de Sam Raimi, de Tim Burton, de James Cameron, de John McTiernan, c'est-à-dire toute une série de réalisateurs qui sont bien connus des productions à grand spectacle hollywoodiennes. Les sources des films, ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire d'où vient le scénario de ces films adaptés en jeux vidéo. Et là, j'ai une forme de... Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qui apparaît. Pourquoi? Parce que je devrais avoir des adaptations littéraires. Les films de cinéma sont essentiellement tirés de livres. Or, c'est le scénario original qui s'impose ici, c'est-à-dire ces films sont essentiellement, ces jeux vidéo tirés de films sont essentiellement faits sur des films qui ont des sources originales et un scénario original à l'origine. L'adaptation littéraire, elle arrive ensuite, et puis vous voyez, il y a toute une série de sources, du comics à la série télévisée, du jouet à l'attraction, jusqu'au jeu vidéo lui-même. C'est-à-dire qu'on a un jeu vidéo Street Fighter The Movie The Game, je rigole pas, adapté du film Street Fighter, lui-même adapté de la série de jeux Street Fighter. Donc on voit que ces circulations transmédiatiques, voilà, elles peuvent ressembler à un serpent qui se mord la queue, mais il y a ce scénario original, on le garde en tête. La circulation intermédiatique classique, vous partez de l'objet source, vous avez les films qui posent un canon, et puis vous avez les jeux vidéo qui font tant bien que mal, tente d'adapter le canon cinématographique. Si vous avez joué aux 2 premiers épisodes d'Harry Potter, vous me direz, non, ils ne sont pas du tout adaptés des films de cinéma, et vous avez raison. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés, produits, en même temps qu'on tournait les films de cinéma. Pourquoi? Parce que ces objets doivent sortir au moment de la sortie du film. Donc ce ne sont pas des adaptations. On appelle ça des adaptations parce que c'est le terme qui est utilisé par l'industrie, mais en fait, ce sont des objets qui sont pensés en parallèle, et très souvent avec un manque critique d'information pour produire ces objets-là, puisque, évidemment, quand on réalise un film comme Harry Potter, on cache des éléments de scénario, en tout cas, on ne les diffuse pas très aisément. Les 3 temps de l'adaptation, historiquement, on a des films, là j'ai pris le cas de Star Wars, on réduit le film à une situation de jeu. Le jeu Star Wars sur arcade, c'est attaquer l'étoile de la mort. On recherche, on exploite des espaces de jeu dans le film. Sur les jeux de plateforme des années 90, ça marche très très bien. Ou on pense l'adaptation comme l'exploration d'un univers. Alors ça, c'est très marqué par l'arrivée des moteurs 3D, donc c'est-à-dire ces moteurs qui permettent de générer des environnements en 3D relief. Et à ce moment-là, la promesse des jeux, quand on lit les péritextes, c'est-à-dire les boîtes de jeux, c'est plus reviver l'histoire du film,
mais c'est explorer l'univers du film. Et là, il y a un changement de paradigme qui est très marqué et qui est très lié aux modifications des manières de fabriquer des contenus et des espaces de jeu. Ça marche pour Star Wars, ça pourrait marcher pour Gremlins également de la même manière, qui est un objet qui va être adapté pendant 3 décennies de manière assez différente. Qu'est-ce qui se passe dans une adaptation ? On observe une expansion de l'espace filmique, les décors sont pensés comme des espaces de jeu, et moi j'ai présenté certains de ces films, et je vais vous expliquer de quelle manière, comme des background movies. C'est-à-dire des films dont le rôle est peut-être davantage de nous sensibiliser à des espaces, à des univers, à des récits possibles qui pourraient se passer dans la matière diégétique des films. On a une dilatation d'ailleurs du temps diégétique, je veux dire, de jouer à un jeu vidéo Star Wars des années fin 90 ou début 2000, c'est avoir 20, 25 heures, peut-être 30 heures de jeu devant soi, tandis que le film, lui, il durera toujours 2h15, 2h30. On a une inflation des ennemis, c'est-à-dire l'ennemi démultiplié. Dans ces films adaptés en jeux vidéo, on a très souvent une menace qui a une capacité à être sans cesse réalimentée, renouvelée. Pourquoi ? C'est très facile de mettre un Gremlins dans l'eau, il y en a des centaines qui en sortent, et pour le jeu vidéo, ça permet de produire cet impératif d'action, c'est-à-dire pouvoir affronter des Gremlins. Pourquoi les soldats de l'Empire deviennent des clones qui sont produits dans des usines ? Probablement parce que ça se lie aussi à cette logique que demande le jeu vidéo pour avoir une certaine forme de cohérence, garantir un spectaculaire visuel au cinéma, et les grands plans d'ensemble avec des foules nombreuses, on en a, les effets numériques le permettent, mais également répondre à des logiques qui sont celles des jeux vidéo. Il y a un coup d'arrêt très fort à partir de 2007, 2 minutes encore, ouais. C'est-à-dire, après 3 décennies de progression constante, on va arrêter d'adapter des jeux vidéo au cinéma. Ça pouvait représenter parfois 10% des ludothèques des plateformes. Il y a 3 nouvelles modalités qui arrivent, le caméo, l'univers composé et la franchise formule. Alors, quelles sont les hypothèses ? Il y a le coût de l'adaptation. On sait que Ubisoft a perdu de l'argent en adaptant Avatar, le film de Cameron. C'est un coût de revient, excusez-moi pour la faute d'orthographe, un coût de revient trop fort. Et c'est évidemment l'évolution du marché du jeu vidéo. Il y a des attentes nouvelles, il y a des nouvelles franchises médiatiques qui sont concurrentes. Moi, j'ai été assez frappé en mettant à jour mes chiffres de voir énormément de séries télévisées ou de séries de télé-réalité qui prenaient le pas un peu sur les adaptations de films de cinéma. Les nouvelles modalités, c'est le caméo, c'est-à-dire prendre un personnage de film de cinéma et le placer dans un jeu vidéo. On a Dark Vador dans Soul Calibur, on a, comment s'appelle-t-il là, Ralph, voilà, dans Sonic Racing Transformed, et on va avoir comme ça des reprises ponctuelles de personnages célèbres de films de cinéma dans des jeux vidéo. L'univers composé, c'est toutes ces séries de jeux qui ont bien marché dans les années 2000, avec des collections d'objets, etc., et qui permet, à l'image de Disney Infinity, de pouvoir jouer avec toute une série de personnages de films de cinéma dans le cadre d'un jeu d'exploration, d'affrontement, etc. Et puis il y a la franchise formule, c'est le moment où une franchise vidéoludique rencontre, une formule vidéoludique rencontre une franchise cinématographique, mais plus que jamais, le film se soumet aux besoins du jeu. Sur la question des espaces, on peut regarder, d'un point de vue un peu statistique, l'utilisation généralisée des grands plans d'ensemble ou de demi-ensemble et des décors monumentaux dans ces films adaptés en jeux vidéo. Ils sont très nombreux et ils vont croissant plus on avance des années 90 aux années 2000. Les effets spéciaux numériques les rendent possibles, mais évidemment, on est dans cette logique de background movie, c'est-à-dire ce film de cinéma qui invite à se projeter dans ces univers qui sont caractérisés par une forme de détail. Si vous regardez derrière Palpatine, et si vous êtes concentré sur l'arrière-plan, il y a toute une série de détails de véhicules qui volent, etc. Il y a une richesse iconographique qui est là aussi quelque chose d'assez prenant. Avatar, la tagline d'Avatar, c'est pas du tout « Vivez l'histoire formidable de Jack Scully ». C'est « Enter the world », entrer dans le monde. Et Avatar a été défini comme un planète opéra. L'idée qu'un film de cinéma aujourd'hui a peut-être moins une utilité narrative que, en tout cas dans les années 2000, de proposer des expériences qui dépassent largement le film, semble être portée dans cette proposition. On parle de crise du scénario, on trouve que les récits cinématographiques du cinéma de consommation courante sont décevants, et peut-être parce que ce cinéma de consommation courante a un peu changé d'objet depuis quelques années. Est-ce qu'il me reste 1 minute, Achille, pour finir? Alors, je passe 2-3 petites choses, je ne vais pas vous parler de la franchise formule, mais voilà, je vais partir de ça, c'est-à-dire
Voilà à quoi ressemblent des relations entre cinéma, comics, jeux vidéo autour de deux figures horrifiques des années 80, Alien et Predator. On fait des comics qui inventent un contact et une rencontre entre les deux. On fait des jeux vidéo, Alien versus Predator. Et puis, ces formules-là sont reprises par l'ayant droit original qui va lui-même produire des films, Alien versus Predator, dont certains, c'est la petite flèche grise qui monte à droite, vont produire des adaptations en jeux vidéo. Vous aviez Harry Potter tout à l'heure, quelque chose d'assez classique, d'assez linéaire, étape par étape. Et là, vous avez quelque chose de beaucoup plus explosé sur la manière de penser ces univers de fiction industrielle. Alors ça m'amène à cette proposition-là. Moi, je me suis dit, vous avez vu, plutôt une approche un peu d'historien, un peu d'économiste. L'idée, c'est, est-ce que, finalement, est-ce qu'on peut parler de narration transmédia et est-ce que ce modèle même de narration transmédia n'est pas déjà dépassé? C'est Henry Jenkins qui l'a largement popularisé dans les années 2000, mais il faut quand même reconnaître qu'il a un peu travaillé sur une sorte de cas d'école qui était Matrix, et d'un public idéal qui était ce public qui allait être très attentif à tous les développements narratifs du cinéma vers le jeu vidéo, vers le comics, vers les novélisations. On a vu que l'industrie elle-même a compris le coût que représentait la cohérence narrative. Comment on fait que tous ces objets, qui sont produits par des équipes très disséminées, un peu partout, et qui répondent à des logiques différentes, vont réussir à produire de la cohérence narrative? Alors moi, je suis allé retrouver un paradigme, qui est le paradigme quantique, qui a trois fonctions intéressantes par rapport peut-être à nos rapports actuels à la fiction industrialisée. D'abord, l'observateur dans le paradigme quantique, c'est lui qui détermine la situation observée et peut-être la situation fictionnelle observée. Le paradigme quantique, il remet en cause le déterminisme scientifique, c'est-à-dire cette idée que peut-être un texte cinématographique, il est défini, il est déterminé, même si on sait que, évidemment, du point de vue de la réception, chacun en fait une réception qui lui est propre. Mais en tout cas, remise en cause du déterminisme scientifique au profit d'un principe d'incertitude. Enfin, on sait que c'est à travers ce paradigme que nous avons envisagé les mondes possibles, les multivers d'une même réalité. Alors j'en arrive à un gros problème, c'est cette poupée Disney. Il y en a qui ont vu Réponse? Ouais. Quel est le problème de cette poupée Réponse de Disney? Elle a deux choses qui ne vont pas ensemble. Non? Allez. Elle a une robe de mariée et elle a les cheveux longs. Et si vous avez vu le film, bon, je suis désolé, mais enfin, c'est un conte un peu ancien, il a fallu quand même lui couper les cheveux pour la sauver. Elle ne peut pas se marier, puisqu'elle se marie à la fin du film avec des cheveux courts, et avoir les cheveux longs. Or, ici, cette poupée est proposée, et elle est d'une certaine façon une forme, un état différencié de la fiction Réponse. Un état possible du monde de Réponse. Une Réponse qui aurait encore les cheveux longs et blonds, et qui serait en robe de mariée. Cette idée d'une approche, en termes de fiction quantique, c'est finalement un peu comme ça que je l'ai appelé, c'est que ça permet la production synchronique et diachronique de formes médiatiques d'une même fiction, que ça offre une circulation ouverte entre ces différentes formes de fiction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant de 9 ans, il va peut-être pas voir Star Wars épisode 4 en premier, mais il va peut-être d'abord jouer à un Lego Star Wars, et puis ensuite aller dans un parc d'attractions, et puis finalement lire une BD et voir le film. Ça permet de comprendre qu'il y a aujourd'hui, et c'est là-dessus que je vais conclure, une acceptation du public de ce nouvel état de la fiction industrielle, des états fictionnels différenciés et coexistants. C'est un effet, en tout cas moi je le pense comme ça, du jeu vidéo, qui est un objet qui produit beaucoup d'états possibles de la fiction. Pensez que depuis 1985, des centaines de millions de joueurs ont joué à Super Mario Bros. Et ont produit concrètement sur leur écran des états possibles du monde de Super Mario Bros. En choisissant de sauter à ce moment-là ou à cet autre moment. Ça permet de définir des états de la fiction par la simulation. Alors on le voit très bien sur un cas actuel. Si vous regardez ce qu'est Spider-Man au cinéma, Spider-Man existe dans 3 séries de films différentes, avec 3 origin stories différentes, avec 3 acteurs différents, avec une série de réalisateurs qui s'en sont emparés. Et pourtant, j'ai du mal à trouver sur les forums des gens qui disent « Ah, mais non, mais c'est pas cohérent du tout avec le film de Sam Raimi, et quelle est la timeline, etc. » Non. Il y a une forme d'acceptation aujourd'hui qu'on peut avoir des expressions et des états différenciés de Spider-Man au cinéma, qui existaient évidemment très largement déjà du côté de son exploitation en comics. Les comics, qui est probablement un des objets dans lequel naît ce rapport un peu nouveau à la fiction, qui se développe aujourd'hui au cinéma, qui est peut-être lié aussi à ce que propose le jeu vidéo en termes de
propositions d'arcs narratifs, alternatifs, etc., et qui nous amènent à ces rapports à la fiction. Vous pouvez me retrouver et retrouver mes textes sur la page annuaire de Paris 3. Les livres, il en a déjà parlé. Et French Touch, qui est le moment où je sors de ces questions-là, cinéma et jeux vidéo, et qui devrait paraître au premier semestre prochain. Je vous remercie infiniment.